politiques, comme les sénateurs, sénatrices, les députés, les collaborateurs, les élus locaux aussi, qui font partie du réseau cadre municipal. Un petit rappel de ce qu'est CAP et de ce qu'on fait. Donc on est une association, WOM 1901, qui mène un travail de plaidoyer pour le compte de 24 ONG de protection animale, principalement à l'échelon national, donc auprès des parlementaires et l'exécutif. C'est un travail qui passe notamment par des rencontres individuelles, des élus et des membres exécutifs, l'organisation d'événements comme aujourd'hui, une rencontre entre associatifs et politiques, et un travail de sensibilisation quotidien et d'accompagnement des politiques qui souhaitent agir et des associations. Donc c'est la 15e rencontre de ce type qu'on organise depuis 6 ans qu'on existe. On a voulu changer un petit peu de format cette fois-ci. Donc d'habitude on commence toujours très tôt le mercredi matin, parce que je pense que c'est ce qui a priori convient le mieux d'avant parlementaire. Mais on est en compétition entre guillemets avec les commissions le mercredi matin. Donc on s'est dit qu'on allait tester le midi et d'ailleurs on est preneur de vos retours parlementaires sur cet horaire-là. Et donc du coup il ne s'agit pas d'un petit déjeuner mais d'un déjeuner. Donc vous avez à manger autour de vous. N'hésitez pas à manger pendant les interventions. C'est le but, c'est pour ça que vous avez d'ailleurs des mangez-vous, que vous mangez assis ou debout, mais en tout cas n'hésitez pas à vous servir. Vous avez aussi du poisson là-bas et notamment du vin si vous voulez. Et donc on a souhaité aussi innover un peu sur la forme, parce que généralement on fait un format de conférence assez classique, avec des interventions qui se succèdent, et là on a voulu une discussion d'été, une discussion un peu plus dynamique. Donc on va avoir 2 tables rondes. La première concerne principalement la chasse et la protection des animaux sauvages en tant qu'individus, les animaux sauvages libres. La deuxième concernera plus les questions liées à la biodiversité et aux équilibres des espèces. Voilà, donc on aura à chaque fois 4 intervenants qui, dans un premier temps, font une petite présentation très courte de 3 minutes chacun. Ensuite, on aura 15 minutes de discussion à 5 et 15 minutes de questions du public. Voilà, donc cette première table ronde concerne les animaux sauvages en tant qu'individus, des questions plutôt liées à l'éthique plutôt que à la biodiversité, et en particulier certaines pratiques de chasse, comme la chasse à courre, la détention terre zéro, ou la chasse à la randonne par exemple, et plus généralement, quand on parle du guitare de la LPA, élargira sur les actes de cruauté envers les animaux sauvages de manière plus au-delà des questions de chasse. Voilà, donc bon, les questions liées à la chasse sont en politique, subissent une certaine forme de tabou. Je pense que c'est une porte ouverte que je peux dire. On le constate au quotidien quand on rencontre les parlementaires, c'est souvent le sujet où il y a le moins d'élan, on va dire, à aller pour eux. Et de fait, le lobby synergétique, le lobby de la chasse, a réussi à bloquer tout débat, y compris sur les formes les plus extrêmes, occasionnant le plus de souffrance aux animaux. Or, en parallèle, et c'est pour ça qu'on a intitulé cette table ronde de cette manière-là, on voit sondage après sondage, et ce depuis des années, que une très grande majorité de la population française souhaite des réformes de la chasse, des chasses et l'interdiction de certaines formes de chasse, notamment les plus cruelles. Et jusqu'ici, on n'a jamais réussi à avoir un débat franc en hémicycle sur ces questions-là. On a eu tout un tas de propositions de loi qui ont été déposées depuis des années, notamment par exemple, en particulier sur la chasse à courre, mais jamais de mise à l'ordre du jour. Alors, je tiens à préciser quelque chose, alors ça, je vous laisserai vous exprimer chacune là-dessus, mais toutes les associations qui vont intervenir là ne sont pas forcément contre toutes les formes de chasse. Par contre, elles estiment que certaines pratiques, et notamment celles qui sont les plus diffusées dans l'opinion, doivent être interdites. Voilà, donc on compte sur les parlementaires présents et au-delà pour permettre d'ouvrir des débats de manière générale sur
sur la chasse et sur certaines pratiques de chasse à l'avenir. Donc, je vais proposer donc à Christophe Corret pour l'association Aves France de commencer en présentant brièvement une demande particulière. Ensuite, on aura Stan Borisevski pour AVA. Ah, oui, c'est bon. Pauline Dinnica Antonio pour AJAS et Nikita Bachna pour la FDA. Christophe, je te laisse commencer. Bonjour. Il est aligné d'anglais. Voilà. Bonjour. Donc je vais vous parler de la vénerie sous terre du blaireau et je vais commencer par vous rappeler que le blaireau n'est pas sur la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et pourtant, il est chassé pendant la saison cynégétique à tir. Il fait l'objet aussi de battues administratives pour les endroits où potentiellement il pourrait poser problème. Et il est en plus chassé par vénerie sous terre. Je ne sais pas si tout le monde voit à quoi ça ressemble. En fait, c'est des équipages, c'est plus considéré comme un sport, c'est des équipages qui envoient les chiens dans les terriers, qui vont acculer les blaireaux, et les déterreurs, les groupes de chasseurs, vont creuser pour aller saisir les blaireaux. C'est une technique de chasse qui est possible du 15 septembre jusqu'au 15 janvier, mais les préfets peuvent l'ouvrir de manière anticipée au 15 mai. Et nous, on se bat vraiment contre cette période complémentaire, puisque pendant cette période, les petits sont dans les terriers. Et ils sont évidemment dépendants. Donc on demande l'interdiction de ces périodes complémentaires. On a rédigé un plaidoyer contre la vénerie sous terre qu'on a envoyé aux parlementaires et qui est sur la table pour ceux que ça intéresse. Et on a des pistes, vu ce qui s'est passé dans d'autres pays pour interdire, pour essayer de limiter cette pratique en tout cas. Bonjour à tous, je m'appelle Stan Borisevski, je suis ici pour représenter Ava France, un collectif qui s'est créé en 2007-2017 contre la chasse à courre, créé par des habitants autour de la forêt de Compiègne, qui en avaient marre des dérapages de la chasse à courre et qui étaient aussi conscients de la cruauté que c'était envers les animaux chassés, mais aussi les gens qui étaient témoins de la cruauté qui était réservée aux animaux utilisés comme outils aussi dans cette chasse. Donc du coup, depuis 2017, on s'est développé, on a dénoncé un petit peu partout, et on a pu surveiller et observer des centaines de chasse à courre dans le pays. Et donc le sujet, c'est les attentes des citoyens. C'est vrai qu'au sujet de la chasse à courre, ça peut se diviser en plusieurs volets. Il y a le côté cruauté animale, bien sûr, qui semble évident à tout le monde quand on voit les vidéos de ces animaux traqués pendant des heures, ça peut être une forme de torture. Et ça a été documenté il y a longtemps. Je vous envoie vers un rapport anglais mené par le biologiste Patrick Benson, qui a été publié en 1996 et qui dit très clairement, sur la base de prélèvements physiologiques pris sur les animaux qui ont été chassés à courre, que le niveau de stress, de terreur et de souffrance infligé à ces animaux par cette pratique de chasse est au-delà de toute limite acceptable physiologiquement par ces animaux. Déjà, c'est évident, c'est démontré scientifiquement. Après, il y a d'autres volets qui concernent les gens qui composent notre association, c'est-à-dire les habitants des campagnes et des forêts, qui sont révoltés contre les problèmes de sécurité constants que crée cette pratique. Une pratique qui n'est en fait pas adaptée au monde d'aujourd'hui. Parce que autant cette pratique sous François Ier était peut-être possible dans les grandes forêts royales, aujourd'hui, ces forêts sont découpées de routes limitées à 80 à l'heure, voire à 110. Elles sont clignotées, même si c'est négatif, par des lotissements et des villages. Il y a plein de gens qui se promènent dans les forêts maintenant, et plus aucune chasse à courre, disons de grandes véneries, ne peut se produire aujourd'hui sans qu'il y ait des troubles à l'ordre public ou des manquements à la loi, des violations des arrêtés municipaux, etc. Ça, c'est quelque chose qui concerne vraiment beaucoup de Français dans beaucoup de campagnes du pays. Évidemment, le troisième volet, c'est le côté féodal que véhicule encore cette pratique aujourd'hui, qui est vécue par beaucoup comme une provocation de classe inacceptable dans la France du XXIe siècle. Mais ça se recoupe beaucoup avec le côté sécurité, on pourra peut-être en parler plus tard. Donc on va faire beaucoup de recommandations pour changer les choses de manière réglementaire, pour résorber les problèmes de chasse à courre. Le fait est que ça rendrait cette pratique impraticable de toute manière. Donc ça rencontrera autant d'opposition qu'une interdiction pure et simple de la chasse à courre. C'est pour ça que nous, fort de centaines de chasse à courre observées, on revendique l'interdiction pure et simple de cette pratique, comme dans le reste de l'Europe. Voilà. Merci. Alors, moi, je vais parler de la chasse à la marmotte, puisqu'on chasse encore la marmotte en France. Donc, on parlait de pratiques féodales et ancestrales. On va dire que la chasse à la marmotte,
C'est une chasse traditionnelle qui se fait aujourd'hui uniquement pour des raisons de loisirs, malgré le fait qu'on nous avance des dégâts causés sur le matériel agricole, sur des terriers de marmottes qui renversent des tracteurs et qui font des entorses aux agriculteurs. On va y revenir, mais ça a été des arguments qui ont été avancés lors de l'audience, puisque donc avec 5 autres associations, dont Christophe de la VS, Animal Cross, One Voice Espace et FNE Savoie, nous avons déposé un recours pour l'arrêté préfectoral sur la chasse en Savoie. Et au-delà de ça, on demande en fait l'interdiction de la chasse au niveau national. Donc, on a une pétition qui a recueilli 80 000 signatures dès maintenant. Et c'est une demande qu'on pousse au niveau national parce que sinon, c'est au bon vouloir de chaque préfecture. Et en fait, on observe qu'il y a des préfectures où il y a interdiction de cette chasse et d'autres préfectures comme celle de Savoie où on continue d'autoriser donc une chasse sur un nombre illimité de marmottes alors que c'est une espèce qui est en déclin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ceux qui ne connaissent pas la Fondation pour l'animal éthique et sciences, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui est actuellement présidée par Luc Frazel et qui s'intéresse à toutes les catégories d'animaux, donc y compris les animaux sauvages en liberté. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et notamment les actes de cruauté qui sont perpétrés à leur rencontre. Alors je vais commencer ma petite intervention par une anecdote, plutôt un fait divers, je dirais, qui s'est déroulé en 2019, il me semble. Sur une vidéo, on voyait un renard qui se faisait attraper par la queue, tournoyer comme ça dans les airs, puis jeter un petit peu plus loin, et ça recommençait. Le renard essayait de fuir, mais il n'y arrivait pas, parce qu'il était blessé. L'individu qui l'attrapait venait en fait de lui tirer une balle dans le corps, donc il était blessé, n'arrivait pas à fuir. Ce fait s'est déroulé en Espagne, mais en fait, si c'était déroulé en France, eh ben, les faits n'auraient pas été condamnables, parce que les actes de cruauté envers les animaux sauvages en liberté ne sont pas condamnables actuellement. On a en France le Code de l'environnement qui protège certains animaux sauvages sous le prisme de l'espèce, mais pas sous le prisme de l'individu doué de sensibilité. Et pourtant, la science est formelle, tous les vertébrés, tous les animaux vertébrés sont des êtres sensibles, et c'est le cas aussi de certains invertébrés, notamment les céphalopodes et les crustacés et les capodes. Qui sont capables de ressentir des états mentaux comme le plaisir, la satisfaction, mais aussi évidemment la douleur et la souffrance. Et donc il n'y a aucune raison de ne pas interdire les actes de cruauté à l'encontre des animaux sauvages. Alors nous à la LFDA, on a proclamé la Déclaration des droits de l'animal dans sa version de 2018, qui énonce notamment dans son article 2 que la sensibilité des animaux, qui est reconnue par la science, doit être respectée, et que dans son article 4, les actes de cruauté doivent être prohibés, et également le fait d'infliger sans nécessité douleur, souffrance ou angoisse à un animal doit être prohibé. Et pour l'instant, très clairement, pour les animaux sauvages en liberté, ces principes ne sont pas intégrés dans notre droit. Et donc, on a pour nous un problème de cohérence. Je vais vous donner un exemple. Si vous prenez le lapin c'est un animal de compagnie. C'est aussi un animal de production, donc il est élevé pour sa viande et pour sa fourrure, et c'est également un animal sauvage, le lapin de Garenne, qu'on peut retrouver dans nos campagnes. C'est le même animal qui est doué de sensibilité, qui a les mêmes caractéristiques biologiques, et pourtant, lorsqu'il est sous la garde de l'homme, il peut être protégé contre les actes de cruauté, et lorsqu'il est dans la campagne, en liberté, il ne l'est pas. Donc on a une grave incohérence, et nous, notre demande aujourd'hui, c'est de faire évoluer le code pénal pour étendre la condamnation des sévices graves, actes de cruauté et atteintes sexuelles à l'ensemble des animaux sauvages vivant en liberté. C'est une mesure qui est soutenue par 85% des Français dans un sondage qu'on a réalisé il y a 2 ans. Donc pour nous, il y a urgence à mettre fin à cette incohérence. Merci à tous les 4. Première question, on en a parlé plusieurs fois, on a entendu plusieurs fois le terme cruauté. Est-ce que vous faites la différence entre différents types de chasse en termes de niveau de cruauté, et est-ce que pour vous c'est une raison de s'opposer en priorité aux formes de chasse que vous avez évoquées les unes et les autres à l'instant? Qui va répondre? Je peux commencer? Ouais. Je pense. Très brièvement, pour ce qui est de la chasse à courre, c'est une chasse de loisir. Ça fait partie de la catégorie éphéméride, c'est-à-dire que c'est considéré comme un art plus qu'autre chose.
Et du coup, il n'y a aucune notion de régulation et ça ne prend pas non plus atteinte vraiment à la biodiversité, parce que c'est des animaux qui sont remplacés, tués, torturés, remplacés à l'infini. Du coup, c'est vrai qu'une des causes du rejet de cette pratique, c'est la cruauté qui est réservée aux animaux chassés. C'est vrai que c'est une des choses principales. Comme je disais, il y a eu un rapport qui a été publié par les biologistes dans les années 90. Les chasseurs à courre ont fait publier un contre-rapport quelques années après qui disait en fait qu'il y avait les mêmes conclusions. Ce qui fait que c'est absolument évident que c'est un des aspects principaux qui révolte le plus. Et après, c'est une question de civilisation. L'humanité a évolué dans son rapport social, mais aussi dans son rapport au reste de la nature. On espère que ça va continuer. Et ça me semble une pratique archaïque quand on compare aux connaissances qu'on a des êtres vivants qui nous entourent aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens étaient chassés. Alors pendant longtemps, pour ce qui est de la vénerie sous terre du blaireau, effectivement on a attaqué sur le fait que c'était une chasse cruelle. Et effectivement c'est ce qui a permis certainement dans l'opinion publique de montrer ce que c'était. Mais par contre, on perdait devant les tribunaux quand on attaquait les arrêtés. Et on est passé sur une autre question en fait, c'est plus de savoir si c'est cruel, c'est juste de savoir si c'est une chasse qui est encore justifiée et si elle est légale. Et en fait, on a beaucoup travaillé sur le cadre juridique et on a déterminé que non, ce n'était pas une chasse légale. Donc on a vraiment interrogé les préfectures pour savoir comment elles prenaient ces arrêtés, quels documents elles avaient pour justifier ces pratiques et pourquoi elles reproduisaient d'année en année toujours les mêmes arrêtés. Et en fait, elles les reproduisaient à la demande des fédérations de chasse et tout simplement parce que jamais personne n'était allé leur chercher des comptes sur ce terrain de la justification de la chasse. Le fait d'avoir fait ce contact de toutes les préfectures et de voir qu'elles n'ont pas d'arguments, ça nous a permis de déposer des recours qui étaient beaucoup plus consistants. Et cette année, tous nos recours ont été vainqueurs. On a fait annuler, suspendre en tout cas, toutes les périodes complémentaires qu'on a attaquées. Et c'est ce qui me fait penser qu'il faut vraiment qu'on continue d'attaquer sur le côté scientifique et juridique pour toutes les espèces et questionner systématiquement l'intérêt de la chasse. Est-ce que la chasse est encore justifiée? Si elle est justifiée, pourquoi? Et il faut vraiment qu'ils nous donnent des vrais éléments, pas juste nous dire oui, il y a des dégâts. S'il y a des dégâts, on veut savoir lesquels ils sont. Et c'est pour ça que nous, on va continuer dans cette voie et montrer en même temps d'autres possibilités en favorisant la cohabitation, mais aussi pour le blaireau qui est accusé de transmettre des maladies, passer par la vaccination. Il y a des expérimentations en cours. Voilà, en tout cas, on va continuer sur ce terrain-là. Tu veux peut-être dire un truc sur ça? Juste un mot complémentaire sur la marmotte. Donc la chasse à la marmotte, c'est pas une chasse particulièrement plus cruelle qu'une autre, puisque justement la marmotte, elle est protégée par la Convention de Berne dans son annexe 3, ce qui signifie qu'elle est protégée, mais elle est chassable, mais que certaines formes de chasse, comme le déterrage, sont interdites. Malgré cela, nous, on a choisi d'attaquer sur la chasse à la marmotte, puisque la marmotte, c'est une espèce dont la population sont en déclin. Et donc, effectivement, on ne se base pas sur le fait que tuer, c'est cruel, parce que chasser, c'est tuer, c'est cruel. Mais ça, c'est pour toutes les espèces. Mais on se base sur, effectivement, l'aspect emblématique, l'aspect la marmotte est en déclin du fait du réchauffement climatique. Et donc, est-ce que c'est la peine de rajouter une couche par-dessus? Et effectivement, sur la question aussi des dégâts, si dégâts causés par les marmottes, lesquels sont-ils, dans quelle proportion, etc. J'ai peut-être le temps du micro. Melvin, pour répondre à ta question sur la cruauté, je voulais revenir sur la définition de cruauté. En fait, c'est un comportement socialement inacceptable qui est perpétré intentionnellement pour faire souffrir, pour causer une douleur, une souffrance, une détresse à un animal, voire même sa mort. Donc si on prend cette définition-là, je pense que clairement, on a des formes de chasse qui sont cruelles. Stan en a parlé, la chasse à courre, Christophe en a parlé, la vénerie sous terre, clairement, ce sont des formes de chasse qui sont cruelles. Je pense qu'il faut mettre ça aussi en lumière avec la question de l'abattage des animaux. Quand on prend les animaux de production, actuellement, on a des normes législatives et réglementaires qui visent à minimiser leur souffrance dans le cadre de la mise à mort. Il n'y a aucune raison que ça ne s'applique pas aux animaux qui sont chassés. Sur le plan de la sensibilité et de l'éthique, c'est pas tout le monde. Je vais juste rebondir là-dessus, parce que pour la vénerie sous terre, ça a déjà été plus ou moins fait. C'est-à-dire qu'avant,
Ils avaient l'habitude, une fois qu'ils avaient saisi les animaux, de les lâcher aux chiens qui les dépeçaient vivants. Maintenant, c'est interdit. Effectivement, la loi a évolué, c'est interdit. Mais par contre, on va toujours chercher des familles entières avec des petits directement dans leur terrier. Et est-ce que c'est moins cruel de les tuer d'une balle ou ce qu'on faisait avant? Pour moi, la question, enfin, la finalité est en tout cas toujours la même, c'est que de toute façon, ils sont abattus et que la pratique reste illégale. Il y a la souffrance mentale. Ouais. Merci à tous les quatre. Alors, est-ce que la question de la préservation des espaces fait partie des débats autour des pratiques que vous avez évoquées? Alors, certains trouvant déjà plus ou moins répondu à ça, notamment Apolline pour le Marmotte, c'est tu en as parlé. Mais voilà, est-ce que pour les résultats du bureau, par exemple, est-ce qu'il y a un enjeu de conservation pour la chasse à courre? Enfin voilà, je vous laisse pour clairement délimiter le débat, pour montrer pas ce qu'il y a de mettre vraiment purement de l'éthique ou aussi de la question de la préservation. Alors, on est en train de travailler sur, essayer de trouver des preuves, parce que pendant longtemps, on a lu qu'il y avait des espèces cohabitantes dans les terriers. Souvent, un terrier de blaireau, c'est une structure complexe qui peut être très, très ancien, et on sait que parfois, il y a certaines espèces de chauves-souris qui cohabitent. Il peut y avoir plein d'espèces en fait protégées qui vont cohabiter. Et évidemment, quand on détruit le terrier, même s'ils ont une obligation de remise en état, la structure du terrier en elle-même est détruite. Et potentiellement, les espèces qui cohabitaient avec, normalement, ils ont l'obligation d'arrêter la chasse s'ils tombent sur une espèce protégée. Évidemment, personne n'est sur le terrain pour vérifier que c'est fait. Mais pour moi, ça ne peut pas passer que par ce biais-là, parce que d'abord, on n'est pas sur le terrain pour vérifier comment c'est fait, et est-ce que l'espèce blaireau en elle-même peut continuer à être massacrée s'il n'y a rien dans les terriers, rien d'autre que des blaireaux? Clairement, pour moi, la réponse est non. Je pense qu'effectivement, on est clairement sur une question éthique au départ, il n'y a pas de doute. Néanmoins, j'aimerais quand même nuancer le propos dans le sens où on a certaines chasses qui sont cruelles, notamment je pense aux chasses traditionnelles, comme la chasse à la grille, la chasse à la tendrie, qui ont fait l'objet de recours devant la Cour de justice de l'Union européenne et devant le Conseil d'État. Et en fait, les deux juridictions ont utilisé divers arguments pour interdire ces pratiques-là, et notamment la question de la sélectivité des mesures. Et donc ça se base sur la directive Oiseaux, qui est une directive qui vise à protéger les espèces. Donc la question de la sélectivité, c'est le fait de savoir si la pratique ne va pas potentiellement impacter d'autres espèces que celles qui sont visées, et potentiellement des espèces qui sont déjà en déclin. Et donc cette question, en fait, c'est un argument qui peut nous aider, qui clairement concerne la préservation des espèces et qui peut nous aider aussi pour interdire les formes de produits. Est-ce que tu veux dire peut-être. Clairement, c'est pas un danger pour la chasse à courre, je crois. Non, vraiment très rapidement, la chasse à courre, c'est pas une chasse qui soit quantitative, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se donnent des limites, une chasse égale un animal tué. Alors ils la respectent pas, mais disons que c'est jamais 10 animaux tués d'un coup, parce que c'est une chasse qui est considérée comme un art, comme un loisir, c'est une chasse qui est qualitative, dans le sens où une journée de chasse à courre, c'est se faire plaisir, le spectacle de la mort d'un animal qui va durer un certain nombre d'heures. Et donc du coup, c'est aussi un intérêt commercial pour l'ONF par exemple, de faire qu'il y ait toujours des cerfs, des chevreuils, des sangliers dans une forêt donnée pour pouvoir la louer, pour pouvoir louer le droit de chasse à des équipages de chasse à courre. Si jamais, par exemple en forêt de Compiègne, comme c'est arrivé il y a quelques dizaines d'années, il n'y a plus assez de cerfs, ils vont en chercher en Pologne ou dans le sud de la France pour pouvoir continuer ce commerce du spectacle de la mort des animaux. Donc les espèces et leur façon de perdurer en tant qu'espèce n'est pas remis en question par la chasse à courre. Merci. Alors, sur la question en miroir de ça, c'est la question de la régulation, parce que c'est souvent quand on parle de chasse l'argument massu des chasseurs, même si je rappelle que Willy Schren, le président de la Fédération nationale des chasseurs, a déclaré sur RMC le 10 novembre 2021 qu'il n'en avait, je cite, rien à foutre de réguler. Je pense que tout le monde aura entendu cette phrase à l'époque. Voilà, donc est-ce que sur les chasses dont vous avez parlé là, est-ce que ça fait partie des arguments des chasseurs ou non? Je pense que bon, statistiquement, tu as commencé à répondre à cette question déjà.
Alors, sur la question de la régulation, on pourrait se dire, ils osent le dire que pour les sangliers, mais pour les autres espèces, ils n'osent pas le dire. En fait, si, c'est-à-dire que même sur la marmotte, ils osent le dire. Donc, on est sur une espèce dont les populations sont en déclin, les scientifiques le disent, mais ils vont réussir à nous dire que les marmottes pullulent, qu'elles sont extrêmement nombreuses, qu'on les compte par milliers, voire par dizaines, voire par centaines de milliers. Il n'y a aucune preuve scientifique, il n'y a aucun comptage. Mais on va réussir à nous trouver un tuyau d'arrosage qui a été grignoté par une marmotte. Ce sont au procès, à l'audience, on nous a dépêché un arrêté préfectoral, le préfet de Savoie, qui suite à une interpellation d'un entrepreneur à Bourg-Saint-Maurice, avec une marmotte qui faisait des dégâts sur les gaines électriques des voitures. En fait, il a pris un arrêté préfectoral pour qu'on puisse capturer et piéger la marmotte. Et donc, du coup, c'était une preuve absolument extraordinaire du fait que les marmottes étaient vraiment nuisibles et dévastaient tout. Donc, en fait, j'ai bien peur que malheureusement, on puisse, l'argumentaire en face, on peut, sur chacune des espèces, nous rétorquer en fait qu'elles sont nuisibles. Et qu'on doit, en fait, que les chasseurs doivent les réguler, que c'est des services rendus aux agriculteurs, etc. Je pense qu'on peut se poser la question si la régulation était la justification, se poser la question de pourquoi on en est encore là sur des espèces comme le sanglier, qui plus elles sont régulées, plus les individus, les populations explosent. Ça montre bien que l'argument de la régulation, il est complètement fallacieux et il est sur beaucoup d'espèces qui de toute façon vont se reproduire en fonction de l'espace sur le territoire notamment. Et sur la veine de sous-terre, du coup, c'est un argument que vous entendez souvent de la part des chasseurs ou pas spécialement? Ils nous disent que la vénerie sous terre est le moyen principal de réguler, et quand on voit les chiffres dans les préfectures, en fait, il y a souvent 50% de marmottes qui sont tuées pendant la saison de chasse par opportunité. J'ai dit marmotte, pardon. De blaireaux qui sont tués pendant la saison de chasse en chasse à tir, mais par opportunité. Et le reste, sinon, c'est des arrêtés qui sont pris pour le coup vraiment localement pour une problématique qui ne pourrait pas être réglée autrement. Mais là, normalement, ils doivent avoir aussi des preuves, c'est-à-dire que ça va être un agriculteur ou alors un ouvrage, ça peut être une route, une voie ferrée qui va être à proximité d'un terrier qui potentiellement pourrait poser problème. Et là, éventuellement, le préfet va utiliser ça pour dire qu'il faut régler le problème et prendre un arrêté très local. Mais c'est clairement pas la vénerie sous terre qui va aller dans ce genre d'endroit pour régler les soucis. Et il y a toujours d'autres solutions que la mise à mort, évidemment. Je pense qu'on pourrait parler de l'exemple de la LPO qui a créé des terriers artificiels justement pour renforcer les ouvrages quand il y a des terriers à proximité. Enfin, il y a de toute façon toujours d'autres méthodes que la régulation. Oui, très rapidement, juste pour parler de certaines pratiques de chasse qui, en fait, sont totalement antinomiques avec la question de régulation. Je pense à la chasse en enclos, où l'idée, c'est vraiment faire du bal-trap avec des animaux dans un espace clos. Donc, on est complètement à l'opposé de ce principe-là. Je pense aussi à l'élevage d'animaux pour la chasse, où on parle de régulation, mais derrière, juste avant la saison de chasse, on lâche des millions d'animaux sauvages qui sont élevés dans des conditions catastrophiques. Évidemment, quand on voit ça, je comprends pourquoi Félix Schreier dit qu'il en a rien à faire avec lui. Alors, il y a une question notamment que Stan a commencé à évoquer en la chasse à court. De manière générale, la chasse sous toutes ses formes peut être source de conflits, de nuisances, voire même de problèmes sanitaires, et je pense que tu peux en dire un mot, Christophe, et voilà, de conflits avec les différents usagers de la forêt. Voilà, comment ça s'applique aux différentes formes de chasse dont vous avez parlé? Ou d'autres. C'est moi qui commence. Je ne sais pas, alors pour la vénerie sous terre, je dirais pas que ça crée forcément des conflits avec les usagers parce que en général ils choisissent des zones justement qui sont assez sauvages et ça montre bien qu'en fait il n'y a pas d'intérêt d'aller déterrer des blaireaux à cet endroit-là.
parce que souvent on va nous mettre en face des dégâts aux cultures agricoles, mais quand ils vont en pleine forêt pour aller déterrer des familles de blaireaux, clairement ça n'a aucun intérêt. Mais par contre pour l'argument sur la santé, c'est quelque chose qui revient souvent puisque le blaireau est une espèce qui est réservoir de la tuberculose bovine. Et souvent, en fait, on va nous dire oui, il faut réguler parce que sinon, il y a un risque de propagation au troupeau. Sauf que toutes les études, et notamment l'ANSES régulièrement, republie des avis pour dire que la vénérie sous terre n'est pas la solution. D'ailleurs, la vénérie sous terre est interdite dans les zones dans lesquelles il y a de la tuberculose bovine. Tout simplement parce que quand on envoie un chien dans les terriers, si les blaireaux sont malades, clairement le chien va être vecteur, va potentiellement être malade, va transmettre la tuberculose à d'autres espèces et notamment à l'homme. Donc l'argument de la protection de la santé ne tient pas du tout pour la vénérie sous terre. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une grosse campagne de vaccination qui a été faite en Irlande et qui a très bien fonctionné et dont on s'est inspiré là en Dordogne pour faire une expérimentation pour essayer de trouver une autre alternative que l'abattage. Et de toute façon, l'ANSES a bien dit que tuer des blaireaux qui ne sont pas malades dans des zones indemnes de tuberculose, ça ne sert absolument à rien. Pour la chasse à courre, il faut se mettre dans le concret, il faut imaginer vraiment ce que c'est. C'est une chasse qui est très mobile, qui prend un très grand espace, et en fait qui est guidée, c'est l'une des seules choses comme ça, qui est guidée par l'animal qui est traqué en fait. Et c'est la traque qui est l'intérêt. Ce qui fait qu'en fait, une chasse à courre, disons qu'un équipage réserve la forêt de Villers-Cotterêts, en fait, une chasse peut se dérouler entre 9h du matin et 17h, 18h sur absolument toute la superficie de la forêt. En fait, ça va suivre l'animal qui est chassé. Et il faut aussi savoir que c'est 50 chiens qui sont lâchés comme ça dans la nature, avec pour seul pseudo-contrôle des gens qui crient dessus au loin. Donc il faut bien se rendre compte que dans un monde qui est urbanisé, on peut le regretter ou pas, comme aujourd'hui avec des routes partout, je parle de la forêt de Villers-Cotterêts, il y a une route à 110 km/h qui est à peine grillagée, où la chasse à courre est le long des grillages, le long des voitures, avec évidemment plein de gens qui habitent autour, des lotissements tous autour, ça peut que générer des conflits constants. Et de mon expérience, je peux vous dire que il n'y a pas une chasse à courre de grande vénerie qui peut arriver à ses fins sans générer un trouble à l'ordre public, sans violer une seule loi, parce que c'est plus possible aujourd'hui de faire cette pratique. Peut-être au 15e c'était possible, mais plus aujourd'hui. Et ce qu'on peut documenter tous les ans, c'est des dizaines d'incidents, par exemple des accidents de voiture en cascade causés par les animaux qui fuient pour leur vie sur les routes, ou les chiens qui errent toute la journée sur des énormes superficies de 50 km². Et aussi des animaux qui viennent se réfugier hors d'haleine chez des gens, en ville. Et ça, c'est des choses qu'on peut documenter, mais vraiment des dizaines de fois par an avec nos seuls petits yeux. Donc c'est évident que la chasse à courre passe à travers la loi, dans un sens où, si jamais on respectait vraiment, si jamais elle essaie vraiment de respecter toutes les réglementations sur les chiens en divagation, la sécurité des gens, les arrêtés municipaux, elle ne pourrait pas tuer d'animaux en fait, ce ne serait pas possible. Donc évidemment, c'est une des grandes raisons du rejet de la chasse à courre, c'est ce conflit constant avec la civilisation en fait, et c'est aussi ce qui est à l'origine de notre mouvement. Si je peux me permettre, alors pas sur la marmotte, mais juste à côté de chez nous, donc on est en Savoie, juste à côté de chez nous, en Isère, il y a un conflit d'usage entre les chasseurs et les randonneurs, les grimpeurs, les pratiquants de la montagne, puisque en fait il y a un marquis, un vrai marquis, qui a 750 hectares de terrain en réserve naturelle et qui la privatise pour des chasses, qui la privatise, oui, puisque c'est une propriété privée, comme 80% de la forêt française, mais qui organise des chasses privées très très lucratives. Donc en fait, on a principalement des Russes qui viennent pour 3 jours et qui payent 10 000 € pour avoir des trophées de chamois des Alpes françaises. Et en fait, les chemins de randonnée sont privatisés. En tout cas, tous les accès pour les randonneurs aujourd'hui sont bloqués à cause de ces chasses privées. Donc oui, il y a des réels conflits d'usage entre aujourd'hui les activités de chasse et les autres usagers de la montagne. Alors, il va nous rester quelques petites minutes avant de passer aux questions. Il y a quand même une question que je vais vraiment vous poser. Il y a vraiment une question démocratique qui se pose autour de la chasse, de manière générale, des pratiques de chasse, tant les aspirations des citoyens seront menées de la façon dont c'est géré politiquement, que ce soit en termes de
transparence, est-ce que vous pouvez donner quelques éléments sur les attentes citoyennes, les sondages qui pour vous, par rapport aux éléments que vous avez développés, sont les plus marquants, et ce qui pêche dans la gestion politique, et pour vous aussi peut-être qu'est-ce qui explique cette différence entre ces attentes et cette gestion. Alors sur le côté démocratique, pour moi il y a une grosse problématique déjà, c'est que toutes les commissions chasse sont phagocytées par les pratiquants de la chasse. C'est-à-dire que dans toutes les CDCFS, les commissions départementales de chasse et de faune sauvage, qui sont réunies pour donner leur avis sur la chasse, il y a 2 associations de protection animale pour parfois 25, 30 personnes en face qui sont pro-chasse. Et les préfets vont prendre leurs arrêtés et on voit, vu l'avis positif donné par la CDCFS. Évidemment, les gars, il y a 2 assos de protection de l'environnement en face. Et pire que ça, les pauvres assos qui siègent là-dedans, elles peuvent se battre tout ce qu'elles veulent, de toute façon elles sont minoritaires, mais il n'y a même pas de compte-rendu. C'est-à-dire que personne ne sait s'il y a eu des débats sur le texte. Et ensuite, ça passe en consultation du public pendant 3 semaines, c'est une obligation. C'est une étape qui, en général, est complètement faite par obligation, mais les préfectures le font sans réel intérêt, sans justifier leur projet d'arrêté, parce qu'ils savent très bien que c'est une étape consultative. Et c'est pourquoi, derrière, en fait, on est obligé de déposer des recours, parce que les règles, clairement, les règles ne sont pas respectées. Normalement, les actes de chasse doivent être justifiés. Nous, on va sur le fait que pour le blaireau, c'est pas justifié, mais en fait, quand on regarde les arrêtés, c'est justifié sur aucune espèce. Normalement, tout l'arrêté d'ouverture de la chasse devrait être annulé par des tribunaux, si on suivait la loi. En fait, personne ne fait respecter la loi. Et on a même vu, dans certains départements, des projets d'arrêté qui étaient écrits par la Fédération de chasse. Ça existe. Et on a également des gens dans les administrations qui nous disent, surtout en audience, parce qu'ils viennent pour défendre un projet d'arrêté que normalement ils ont écrit eux-mêmes, écoutez, on n'a pas d'argument, mais en fait, on n'a pas eu notre mot à dire, c'est descendu d'en haut. Voilà. Et ça existe dans l'administration française. Donc ça montre à quel point il y a un lobby en face qui est organisé et encore extrêmement puissant. Et nous, en fait, en face, la seule chose qu'on a, c'est la loi, en fait. Et il faut qu'on continue et il faut qu'on impose à toutes les préfectures de justifier tous les actes de chasse qu'ils prennent. Pour abonder dans ton sens pendant des heures, on a les mêmes problèmes avec les commissions départementales qui sont remplies de chasseurs. J'ai l'impression que l'application de la loi sur la chasse, elle est confiée aux chasseurs, en fait, parce que c'est les experts, en fait, c'est les qui s'y connaissent, donc c'est eux qu'on lance. Et eux-mêmes, chez moi, les 2 assos pour la nature qui sont dans ces commissions, c'est des suiveurs de chasseurs. Qui s'appelait Oise Chasse Nature, maintenant ils sont appelés Oise Nature, donc voilà. Mais il y a un sondage qui est sorti hier ou avant-hier, je crois, commandé par One Voice, réalisé par l'Ipsos. Alors j'ai regardé que le chiffre sur la chasse à course, je suis désolé, mais ça dit, alors un peu comme tous les ans, 83% des Français sont pour l'interdiction de cette pratique. Autant les années précédentes, c'était 82, 84, de manière vague, une opposition morale à cette pratique, mais là c'est 83 pour une interdiction. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. Il reste peut-être un fil à couper au niveau du pouvoir politique central, et c'est celles qui n'ont pas l'air de comprendre et de se saisir de ce problème. Si je peux juste dire un mot très rapidement. Donc, moi, j'ai évoqué un sondage tout à l'heure sur les actes de cruauté envers les animaux sauvages. Donc, nous, on l'avait fait réaliser il y a 2 ans maintenant. On a 85% des Français qui sont favorables à étendre la condamnation des actes de cruauté aux animaux sauvages en liberté. Et effectivement, comme Stan, tu disais, il y a un sondage qui est par l'IPSEC hier de Ipsos pour One Voice qui donne beaucoup de chiffres sur les attentes citoyennes des Français sur la chasse, sur la sécurité notamment, mais aussi sur plein d'autres domaines. Et en fait, les résultats sont vraiment très hauts. On dépasse la plupart du temps les 80%. Donc je vous invite tous à aller le voir et à vraiment prendre ça en considération. Quand on voit le plan de sécurité à la chasse qui a été donné par le gouvernement, rendu public par le gouvernement, et qu'on voit l'arrêté sur l'état d'ébriété des chasseurs, on se dit qu'on a quand même encore une marge de progression. Est-ce que le collectif
Non, ce sera. Peut-être sur lequel- Ça va. Non, ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on termine? Super, merci à vous. Ouais, On va passer du coup aux questions.